voici la traduction de votre récit en français, France. Dès le deuxième automne suivant l'arrivée de David Walker en ville, les habitants cessèrent de qualifier la ferme des Jackson de « maudite ». Mabel ne le savait pas encore. Elle savait seulement que les pommiers portaient moins de fruits chaque saison et que les hommes venus examiner son système d'irrigation étaient tous repartis sans dire grand-chose. Nelson et Brigg étaient du nombre. Elle avait fini par les croire. C'était ce qu'elle ne pouvait pas se pardonner, car elle savait où se situait le problème depuis 2 ans. Chaque printemps, elle parcourait la limite nord comme Robert le lui avait appris, et comme elle avait amélioré cette méthode par la suite. Et elle l'avait trouvée, la section située sous le second poteau de drainage, là où le sol restait détrempé trop longtemps après la pluie, là où la pente s'aplatissait et l'eau stagnait au lieu de s'écouler. La limite nord était censée assurer 2 fonctions, amener l'eau durant les semaines sèches et l'évacuer après les fortes pluies. Lorsqu'elle faillait, le champ ouest était le premier à noyer, puis séchait mal ensuite. Elle avait pris une bêche à 2 reprises. Elle avait creusé assez profondément pour confirmer que quelque chose s'était effondré dans la canalisation. Elle ne pouvait pas la dégager seule, ni maintenir la tranchée ouverte tout en gérant la pression amont et en reposant les tuyaux. L'argent qui aurait permis de payer un professionnel qualifié était justement cet argent que la ferme, en déclin, ne générait plus. Elle avait rebouché les trous à chaque fois, était rentrée préparer le dîner. Les hommes étaient venus. Ils s'étaient tenus là où elle leur avait dit de se tenir, avaient regardé là où elle leur avait indiqué, avaient parlé de saison sèche et de malchance, puis étaient rentrés chez eux. Elle avait arrêté de demander de l'aide. Mais elle n'avait jamais cessé de savoir. David Walker arriva en ville un jeudi, fin avril, alors que les peupliers blancs bordant la route du ruisseau commençaient tout juste à feuiller. Il s'arrêta parce que son cheval avait besoin d'eau et lui-même avait besoin d'un repas, le saloon était le seul bâtiment où une lumière brûlait encore après 8 heures. Il prit un tabouret au bout du comptoir et mangea sans adresser la parole à personne. Il avait presque fini son assiette lorsqu'il prit conscience de la conversation à la table ronde près du mur du fond. 3 hommes, leurs chaises rapprochées, leurs voix arrangées pour rester privées, ce qui, dans une pièce silencieuse, signifiait qu'ils pouvaient les entendre clairement. Ils parlaient d'une ferme. La propriété d'une veuve, au nord de la ville. La canalisation d'eau qui lâchait. Le rendement du verger qui baissait chaque saison. L'un d'eux mentionna le prix auquel 7 hectares pourraient être vendus. Au prix par acre. Un chiffre précis. Le genre de nombre qu'un homme donne sans avoir besoin de vérifier. Personne ne réagit comme si c'était étrange de le savoir. Les 2 autres hochèrent la tête avec l'aisance d'hommes discutant d'une chose déjà décidée. David était venu dans l'Ouest pour réparer les systèmes hydrauliques d'autres hommes, et il connaissait la différence entre la malchance et un piège. Il termina son assiette. Fit tourner sa tasse de café une fois entre ses mains, puis la posa. Il commanda une seconde tasse et resta au bar plus longtemps que prévu. Le lendemain matin, avant toute autre chose, il passa devant la ferme des Jackson. Ce qu'il vit n'était pas une ferme en faillite. Ce qu'il vit, c'était l'un des sols les mieux situés de la vallée, lentement étranglé par une canalisation effondrée. Les pommiers étaient enracinés dans une argile qui retiendrait l'eau mieux que la plupart des autres si la canalisation fonctionnait correctement. Le champ ouest possédait une pente naturelle qui, correctement canalisée, fonctionnerait presque d'elle-même. Il savait à quoi ressemblait une terre qu'on avait laissée échouer exprès. Cette terre-là en avait l'aspect. Il resta un moment à cheval près de la clôture, à lire le paysage. Puis il retourna vers la ville pour savoir comment approcher la veuve Jackson sans ressembler à tous les autres hommes venus lui expliquer ce qui n'allait pas. Elle était dans la cour lorsqu'il remonta l'allée. Une femme vêtue d'une robe de travail sombre. Les cheveux retenus. Un seau de grains pour l'alimentation sur la hanche. Elle s'arrêta et attendit avec l'immobilité de quelqu'un qui a appris que la plupart des arrivées ont un coup. Un garçon apparut à la balustrade du porche. 12 ans, peut-être. Avec la coloration de peau de sa mère et le visage sérieux d'un enfant qui a joué le rôle de l'homme depuis plus longtemps qu'il n'aurait dû. David descendit de cheval à la barrière et ôta son chapeau. Il lui dit son nom, expliquant qu'il était passé devant ces terres ce matin-là et pensait savoir ce qui clochait avec sa canalisation d'eau. Elle posa le seau de grains. Croisa les bras. Les hommes que j'ai engagés croyaient aussi le savoir. Sous le second poteau de drainage, sur la limite nord, dit-il d'une voix égale. La pente s'aplatit à cet endroit. Les conduites se sont effondrées. Elles ne peuvent plus ni amener ni évacuer l'eau,
et votre champ ouest en paie le prix dans les deux sens. Mabel Jackson le regarda. Non pas du regard d'une femme pesant le pour et le contre de faire confiance à un inconnu, mais du regard de quelqu'un à qui l'on dit enfin une vérité après avoir longtemps entendu des mensonges. C'est là que je pensais que c'était, dit-elle. C'est là. Elle garda le silence un instant. Que demandez-vous? Il lui dit qu'il réparerait ce qu'il avait trouvé. Qu'il dormirait dans la grange. Qu'il ne demanderait rien d'autre. Lorsque le travail serait terminé, il partirait. Elle le regarda longuement. Le garçon était descendu des marches du porche et se tenait maintenant à côté d'elle. D'accord, dit-elle. Elle ramassa le seau de grains et retourna s'occuper des poules. Le garçon resta à la barrière. Je m'appelle Will. Il tendit la main comme un homme l'aurait fait. David. Il la serra. Tu t'y connais en tranchée? Un peu. Tu en sauras plus avant que nous ayons fini. Will maintint la barrière ouverte et David fit entrer son cheval. Ils commencèrent à travailler sur la limite nord la première semaine de mai, le sol portant encore la froideur d'un printemps tardif. Mabel sortait à l'aube avec 2 tasses provenant du poêle et en posait une sur le poteau de la clôture près de lui, sans un mot, puis allait ouvrir la porte du verger. Il travaillait sans hâte et sans mouvement inutile. Lorsqu'il ouvrit la tranchée sous le second poteau et que l'effondrement apparut exactement là où elle l'avait dit, il s'accroupit, les 2 mains dans la terre. Il leva les yeux vers elle. Depuis combien de temps le sais-tu? 2 ans. Il hocha la tête et retourna à la tranchée. Elle lui indiquait où ouvrir le sol du verger et il suivait ses indications sans poser de questions. Il avait les outils et la compréhension de l'eau, de la pression et de la pente. Elle avait grandi en observant ce sol particulier. La façon dont il drainait après une forte pluie. Où le gel frappait le plus fort. Ce que faisait l'argile en période de sécheresse. Il semblait comprendre cette différence sans qu'on ait besoin de la lui expliquer. Il écoutait et il creusait. La 2e semaine, où il était à ses côtés chaque matin, posant des questions auxquelles David répondait pleinement. La vraie réponse, pas la version simplifiée et débarrassée de ses complexités. Will savait déjà des choses. Il les savait parce que Mabel les lui avait enseignées, et la précision de ce qu'il savait s'installait quelque part en David, sans commentaire. Comme une nivelle à bulles qui se stabilise lorsque la bulle trouve son centre. Fin mai, la canalisation nord était reposée et l'eau y circulait clairement. En juin, le champ ouest évacuait l'eau comme la pente l'avait toujours destinée à faire. Lorsque la première vraie pluie d'été tomba et que le champ la retint correctement pour la première fois depuis 3 ans, Mabel se tint au bord, dans la lumière grise du matin, ses bottes dans l'herbe mouillée. Elle rentra à la maison et prépara le petit déjeuner. C'est en juin que Julia dit quelque chose. Elle était penchée par-dessus les rouleaux de tissu chez LR lorsque Mabel entra, sa voix déjà arrangée pour sonner comme de la sollicitude. Les gens commencent à parler, Mabel. Un homme qui dort dans ta grange tout le printemps. Mabel posa son rouleau de coton sur le comptoir. Elle regarda au-delà de Julia, vers LR derrière la caisse, qui polissait un bocal déjà propre. LR tenait les comptes de cette ville depuis assez longtemps pour savoir quand les hommes qualifiaient une chose de « maudite » parce qu'ils voulaient l'obtenir à bas prix. Elle avait toujours soupçonné qu'il en savait plus qu'il ne le disait. Robert engageait des hommes chaque printemps avant de tomber malade, dit-elle en gardant les yeux sur LR. Personne ne parlait, à l'époque. Julia se redressa. C'était différent. Ça l'était. Mabel prit le coton et se dirigea vers la caisse. Lui avait une épouse. Elle paya et partit. Dès la semaine suivante, elle pouvait le sentir en ville. Des regards qui duraient une demi-seconde de trop, des conversations qui se taisaient d'une manière particulière. Elle le ressentit, le nota, et continua à faire ce qui devait être fait. Le verger fut productif en septembre. Branche après branche de fruits, l'odeur âpre et froide dans l'air du petit matin. Will montait à l'échelle de chargement et passait les caisses vers le bas sans rien dire. Une fois, lorsque Mabel leva les yeux, il souriait à l'arbre au-dessus de lui, comme il souriait aux choses avant la mort de Robert. Elle détourna le regard avant qu'il ne puisse voir qu'elle le regardait. David travailla aux côtés d'eux pendant la récolte, sans faire de commentaires sur le rendement. La veille du premier jour de cueillette, elle avait sorti la belle nappe, celle du coffre en cèdre, celle qu'elle avait utilisée pour envelopper le pain qu'elle avait envoyé à la grange ce premier matin. Après le dîner de la récolte, elle la retrouva sur la balustrade du porche,
lavée et pliée en carré. Elle resta à la regarder. Puis elle rentra. Le champ ouest fut debout le printemps suivant, une pleine culture de céréales là où il y avait eu 3 années d'échecs, et ce fut cela, plus encore que le verger, qui poussa la ville à se poser des questions. Ce qui en ressortit n'était pas compliqué. Chaque fois que Nelson ou Brigg étaient venus inspecter la ferme des Jackson, ils avaient compris exactement ce dont la canalisation d'eau avait besoin et n'avaient rien dit, parce que la terre qu'ils appelaient « maudite » était celle qu'ils attendaient de récupérer à prix réduit. L'un d'eux avait parlé à un agent immobilier au chef-lieu du comté la semaine suivant sa seconde visite. Ce fut Heller qui le lui raconta un mardi de mars, debout sur le seuil de sa porte, son chapeau dans les 2 mains. Il avait l'air d'un homme qui a porté un fardeau trop longtemps et sait qu'il est temps de s'en défaire. Elle écouta tout. Lorsqu'il eut fini, elle dit « Merci, Howard ». Il partit. Elle resta assise à la table de la cuisine pendant un long moment. Le poêle cliquetait. Les poules circulaient dans la cour. Dehors, elle pouvait entendre la voix de Will, puis celle de David. Quelque chose à propos de la pente de la clôturait. Le garçon qui demandait, l'homme qui répondait. Et la colère dans sa poitrine était propre et froide. Pas la colère de la surprise. La colère de la confirmation, qui est différente et porte un poids différent. Elle n'avait pas été dupée. Elle avait été surpassée stratégiquement. Elle avait attendu 3 ans pour que la différence compte. Elle trouva David à l'établi dans la grange 1 heure plus tard, en train d'ajuster une vanne à la branche et de la canalisation. Elle resta dans l'encadrement de la porte jusqu'à ce qu'il lève les yeux. Elle lui raconta ce que Heller avait dit. Il posa la vanne. Le silence qui suivit était différent de son silence habituel. Il y avait quelque chose derrière, qu'il n'allait pas jouer en spectacle. Puis il reprit la vanne et la fit tourner entre ses mains. Je les ai entendus dans le saloon ce premier soir, parler du prix à l'acre. Elle le regarda. Alors tu savais déjà ce qu'ils étaient. Je savais quel genre d'homme ils étaient. Il posa la vanne sur l'établi. Je ne connaissais pas le reste jusqu'à présent. Elle retourna à la maison et commença à préparer le dîner. Il entra lorsque la lumière extérieure était devenue bleue, se lava les mains à la pompe, et s'assit à table sans qu'on le lui demande. Elle posa une assiette devant lui. Will s'assit entre eux et parla de la clôture, et tous deux lui répondirent à tour de rôle. La récolte fut rentrée à la 3e semaine d'octobre, les arbres dépouillés et au repos, l'air portant l'odeur des pommes tombées, et le premier vrai froid en dessous. Ils avaient parcouru le rang nord ensemble après le dîner, comme ils le faisaient parfois, vérifiant principalement la zone racinaire, ou prétendant le faire. Il s'arrêta de marcher avant elle. Elle fit un pas de plus, s'en rendit compte, et fit demi-tour. Il regardait le verger comme on regarde un travail achevé et bien fait, non pas avec fierté, mais avec quelque chose de plus calme. L'apaisement d'un homme qui a fait ce qu'il est venu faire et n'est pas pressé de quitter les lieux. Il la regarda. Je veux rester. Sa voix était égale. Pas comme employé. Permanemment. Cette terre est aussi bonne que n'importe laquelle où j'ai travaillé, et Will a encore quelques années avant de pouvoir la gérer comme elle doit l'être, et d'ici là, j'aimerais la connaître comme toi tu la connais. Il marqua une pause. J'aimerais la connaître avec toi. Il fouilla dans la poche de sa veste et tendit la main. Dans sa paume se trouvait une bague simple en fer, usée jusqu'à devenir lisse, pas neuve, le genre de chose qu'un homme porte longtemps avant de savoir à quoi elle sert. Veux-tu m'épouser? Elle regarda la bague. Elle le regarda, lui, sa stabilité, la même stabilité qui avait été présente dans la tranchée, à l'établi et à sa table de cuisine, le genre de stabilité qui ne se met pas en scène parce qu'elle n'en a jamais eu besoin. Sa gorge bougea. Le garçon pense déjà que tu restes. Dit-elle. Il a arrêté de poser des questions il y a des semaines. Le coin de sa bouche bougea. Pas tout à fait un sourire. La reconnaissance d'un sourire. Elle tendit la main et prit la bague dans sa paume. Oui, dit-elle. Il referma sa main autour de la bague avec les 2 siennes et la tint ainsi un instant. Pas longtemps, juste assez. Puis il lâcha prise. Ils restèrent dans le verger un peu plus longtemps, puis marchèrent vers la maison à travers la longue lumière d'octobre. Ils se marièrent en juin. Heller porta un bref toast. Will se tenait à côté de David à l'avant de la salle, les cheveux peignés et les bottes cirées,
et l'expression sur son visage était celle qu'il arborait depuis octobre, lorsqu'il était rentré du verger et les avait trouvés déjà de retour à la maison, sans se regarder avec trop d'insistance. Dès la saison suivante, la ferme des Jackson produisait plus par acre que la plupart des exploitations de la vallée. Des acheteurs venaient de 2 comtés voisins pour les fruits du verger. Les céréales se vendaient au prix fort 3 années de suite. Nelson et Brigg passaient encore devant sur leur route vers le marché. Ils ne s'arrêtaient pas. Un mardi matin, fin septembre, Mabel sortit et trouva Will sur les marches du porche en train d'extraire une pierre de la semelle de sa botte, la cour remplie du bruit des oiseaux circulant dans le verger. Elle lui tendit le pain enveloppé dans un tissu pour la commande de LR. Le beau tissu. Celui du coffre en cèdre. Elle ne le conservait plus désormais. Il le prit, le regarda, la regarda. Il laissa la seconde botte tranquille, se leva et descendit les marches. Il était déjà sur la route lorsqu'elle se retourna vers la porte. Derrière la maison, le bruit de David à la pompe. Le claquement long et rythmé. L'eau remontant, froide, du sol. Elle rentra et commença sa matinée. Et telle fut l'histoire de Mabel et de son fils Will. Et de l'homme qui passa devant leur terre un jeudi matin et vit ce que tous les autres avaient choisi de ne pas voir. Dites-moi dans les commentaires si cette histoire vous a plu. Merci.